Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis hyper contente de vous retrouver, évidemment, sur ce sujet, mais aussi parce que c'est la première fois que cet épisode de podcast va aussi être un épisode vidéo que vous retrouverez bientôt. Je vous en dirai plus. Mais aussi sur ce sujet parce que c'est un sujet qu'on me demande d'évoquer depuis quelques années. Parfois, je l'évoque comme ça dans les épisodes de podcast, mais je me suis dit, ça y est, il est temps de vraiment en parler parce que je sais que beaucoup de personnes se questionnent sur le pourquoi, quand on a un type d'attachement anxieux, on est attiré par des personnes qui ont un type d'attachement évitant. Pourquoi, quand on est dans la dépendance affective ou même si vous n'en êtes pas là, vous vous demandez pourquoi vous êtes toujours attiré par des personnes qui vont être indisponibles, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, qu'elles soient loin géographiquement, mais en tout cas, qu'il y a un truc qui n'est jamais vraiment simple et des personnes qui fonctionnent pas du tout de la même manière que vous, qui vont mettre du temps à répondre à vos messages alors que vous êtes accroché à votre téléphone, que vous avez tout le temps peur d'être abandonné alors que vous avez en face une personne qui clairement vous donne l'impression en tout cas d'en avoir absolument rien à faire. Donc, je me suis dit, il est temps de vraiment aller creuser dans ce sujet-là. Alors, comme toujours, j'ai pas la science infuse. Je vous partage vraiment ce que je sais dans mon expertise de la dépendance affective, mais je vous invite toujours à avoir votre propre réflexion, à prendre ce qui vous parle, à laisser ce qui vous parle moins, à vous questionner. Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que c'est le cas de la personne avec qui je suis? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez mieux comprendre éventuellement dans la dynamique aussi de votre relation? Voilà. Donc, on va démarrer par les bases. Qu'est-ce qu'un attachement anxieux? Donc, l'attachement anxieux, c'est souvent, parce que c'est pas une réalité absolue, c'est celle qui est rattachée à la dépendance affective. On l'appelle attachement anxieux, mais aussi hyperattachement. Donc, comment elle se caractérise? Bah, souvent, c'est la peur intense d'être abandonné, puisque je vous le rappelle, quand on est dans la dépendance affective, on a vécu soit une blessure d'abandon, soit ce qu'on va appeler un syndrome d'abandon. Du coup, l'impact est réel dans nos relations, puisqu'on a toujours peur d'être abandonné par l'autre. Il va y avoir un besoin constant de validation de l'autre, l'approbation dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. Est-ce qu'on est suffisant? Est-ce qu'on est assez bien habillé? Voilà, on a toujours besoin d'être validé par l'autre et aussi un énorme besoin de réassurance. Et ça, je pense qu'on a tous été concernés à un moment dans notre vie. Est-ce que l'autre nous rassure suffisamment sur ce qu'on est, sur la relation? On a besoin de savoir qu'on est toujours aimé par l'autre, que l'autre a envie d'être avec nous, qu'on va pas être remplacé. Enfin, je sais à quel point c'est difficile pour être passé par là, je vous le rappelle. On a tendance aussi à s'accrocher et à être hyper vigilant aux signes de rejet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. J'en ai fait un épisode de podcast parce que ça devient hyper anxiogène finalement. On est tout le temps alerte sur est-ce que finalement l'autre reste, est-ce qu'il va pas nous abandonner? Et on va avoir tendance à s'accrocher presque plus que de raison pour ne pas se sentir abandonné par l'autre. Et malheureusement, l'impact, c'est que souvent, on est dans des relations qui ne nous correspondent pas, mais juste pour être validé par l'autre et pour se sentir choisi, on va s'accrocher de toutes nos forces. Et l'estime qu'on va avoir de nous-mêmes va dépendre de la qualité de notre relation, de la manière dont l'autre va nous valoriser. Alors qu'en réalité, l'estime que vous avez de vous-même, elle devrait être intacte à tout moment de votre vie. Bien sûr, elle fluctue, mais c'est plus dans votre rapport de vous à vous-même. Mais la vie des autres n'est pas censée impacter finalement votre relation à vous-même et l'estime que vous avez de vous-même. Contrairement à quelqu'un qui va avoir un attachement évitant, cette personne, elle va avoir un grand inconfort avec l'intimité émotionnelle, avec toute forme de rapprochement, avec la proximité, avec l'engagement. Elle va aussi valoriser l'indépendance et l'autosuffisance, c'est-à-dire que c'est des personnes qui généralement vont avoir du mal à s'engager et qui vont d'ailleurs souvent être attirées, je fais une petite parenthèse, mais qui vont souvent être attirées par des personnes qui au départ vont avoir l'air indépendantes. Et ça, je pourrais vous donner un exemple très clair, mais c'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont d'abord attirées par l'image que vous avez donnée en fait au départ.
Et ce qui se passe, bon, je vais y revenir après, mais ça me permet quand même de faire une boucle, c'est que quand on est dans la dépendance affective, on va d'abord vouloir se montrer hyper fort, bien dans ses baskets, bien dans son travail, etc. C'est ce qui va attirer les personnes qui ont un attachement évitant parce qu'elles vont se dire: «Ouh là là, cette personne, elle est indépendante. En fait, elle a pas du tout besoin de moi. Donc, je vais pouvoir m'accrocher à elle puisque j'aurai pas énormément d'efforts à faire et ça me permet de garder de la distance». Mais, spoiler alert, on sait très bien que ça fonctionne pas de cette manière-là. Mais en tout cas, c'est des personnes qui vont complètement valoriser ça, qui ont besoin de cette indépendance, qui n'ont pas du tout envie d'être en fusion avec l'autre. En tout cas, c'est ce qu'elles vont aussi montrer et on y reviendra, mais c'est aussi un mécanisme de défense qu'elles ont mis en place au même titre que les mécanismes dans la dépendance affective. Donc, il y a ça. Elles vont avoir aussi tendance à un peu minimiser l'importance des relations, c'est-à-dire, je suis avec quelqu'un, je suis pas avec quelqu'un, honnêtement, ça me change pas la vie. Hem, Elles vont pas vraiment donner d'importance à faire des choses au sein de la relation, à être proactives dans la relation, à la nourrir, l'alimenter, la faire grandir, et cetera. Elles vont souvent se contenter, on va dire, du minimum au sein de la relation. Et c'est surtout ce point-là qui va poser problème avec les personnes qui ont un attachement anxieux, c'est qu'elles vont avoir des difficultés à exprimer ou à recevoir de l'affection. Et c'est ça, en fait, le vrai problème. C'est que c'est des personnes qui sont angoissées à l'idée de parler de leurs émotions, à l'idée de parler de leurs sentiments. Mais on le sait, quand on est dans la dépendance affective, bah, on a besoin de ça pour être rassuré. Donc en fait, on est dans un cercle vicieux où, au bout du compte, il y en a aucun des 2 dans la relation qui se sent pas, qui se sent épanoui parce qu'on a toujours l'impression de pas être assez pour l'autre. On a souvent l'impression quand on est dans la dépendance affective, quand on est dans cet hyperattachement, que c'est nous qui subissons la relation puisque l'autre a l'air tout le temps détaché. Mais en réalité, l'autre peut souffrir aussi quand il est véritablement attaché, finalement, de ne pas réussir à donner plus ou à donner autant à l'autre. Donc, il y a des personnes qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent même pas à s'attacher. Mais pour les personnes qui s'attachent quand même et qui, au fond d'elles, auraient aimé que cette relation fonctionne, bah, finalement, n'y arriveront jamais. Et honnêtement, ne vous fatiguez pas à essayer de faire en sorte que l'autre y arrive parce que très souvent, vous finirez par quand même être déçu de la manière dont l'autre exprime ses sentiments parce qu'en fait, c'est juste pas la même manière que vous. Et c'est surtout ça le message, c'est que c'est pas bien ou pas bien, ou mieux ou moins bien d'être dans un hyper-attachement ou d'être dans un attachement évitant. Parce que le but, c'est d'aller vers ce qu'on appelle un attachement sécure. Pour vous en dire 2 mots, en gros, l'hyperattachement et l'attachement évitant, ce sont des mécanismes mis en place, mais qui font qu'on est dans un attachement qui est dysfonctionnel, qui n'est pas sain pour soi. Et donc, le but, comme je disais, c'est d'aller vers un attachement qui soit sécure. L'attachement sécure, c'est l'attachement où on est dans des relations saines, où on n'a pas besoin d'être validé par l'autre, où on n'a pas besoin non plus de mettre de la distance pour se sentir épanoui, mais on arrive à trouver un parfait équilibre dans son mécanisme d'attachement, où on arrive à guérir de nos blessures, de nos traumatismes qu'on a eus dans notre vie relationnelle. Alors, ça peut mettre du temps, mais croyez-moi, c'est possible. Donc pour moi, c'est hyper important que vous compreniez ça, c'est que c'est pas tout noir ou tout blanc. Les personnes qui ont un attachement évitant, on a tendance à les voir comme des connards. Et je vous dis ça, attention, hein, encore une fois, je suis passée par là, parce que c'est des personnes qui vont pas faire attention à l'autre, qui, enfin en tout cas, on croit qu'elles ne font pas attention à l'autre, elles vont être hyper détachées, elles n'ont pas envie de s'engager, elles maintiennent cette distance-là et du coup, c'est hyper anxiogène pour la personne qui a un hyperattachement. Donc déjà, essayez de poser le truc sur dans quel attachement je suis. Parfois, c'est une évidence, mais parfois pas. Parce qu'on peut osciller aussi entre les deux, entre, en gros, la dépendance affective et l'hyper-indépendance par instinct de protection. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir où est-ce que vous vous situez et dans quel contexte aussi. Et ensuite, de faire le point autour de vous sur qui a un attachement plutôt anxieux, qui a un attachement plutôt évitant et qui a un attachement sécure. Et très souvent, les personnes qui ont un attachement sécure, c'est des personnes qui vont pas du tout être dans leur peur au sein de la relation, ni
ni dans la peur de l'engagement, ni dans la peur, d'être trompé ou d'être abandonné et cetera. Donc ça peut être intéressant déjà de s'observer et de voir où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça. Ensuite, je fais une petite parenthèse, neuroscientifique, mais pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe dans votre cerveau en fonction de l'attachement dans lequel vous êtes et le vrai pourquoi. Parce que ça, c'est un peu la question qu'on me pose souvent, mais pourquoi je suis attirée par ce type de personnes? Est-ce que tu as remarqué que les personnes dépendantes affectives étaient attirées par des personnes indisponibles? Oui, puisque je l'ai vécu pendant des années. Moi, j'étais vraiment attirée, mais encore jusqu'à dans ma dernière relation, en réalité, par des personnes qui avaient un attachement évitant. Parce que quelque part, alors, en fonction des années et des expériences de vie, c'était un petit peu différent, je dois l'admettre, mais il y avait toujours ce truc où il y a eu une période où, finalement, aller dans des relations où je savais que c'était voué à l'échec, au moins je prenais pas trop de risques et je prenais moins le risque de souffrir. En tout cas, cette souffrance-là, je la connaissais et je connaissais moins la souffrance de j'allais vivre un truc heureux et après, ça allait être douloureux si on se sépare. Mais ça a été aussi être avec des personnes qui s'engageaient, mais qui s'engageaient à moitié ou qui s'engageaient pas de la même manière que moi. Enfin bref, il y a eu plein de situations différentes, mais c'était intéressant de me dire, mais finalement, pourquoi j'avais besoin de prouver finalement qu'on pouvait être avec moi? Et en fait, ça a été longtemps ça, je pense. Je pense que ça, c'était le gros point, en tout cas me concernant. C'était le besoin de prouver à quel point j'étais géniale et qu'il fallait qu'on me choisisse et même si au fond de moi, je savais que cette personne, elle allait pas du tout me rendre heureuse et que j'allais être malheureuse comme pas permis et angoissée comme pas permis dans ma relation, finalement, ce que je voulais, c'était pas tant la relation, c'était je veux que lui m'ait choisi. Je veux avoir la satisfaction de me dire que parmi toutes les femmes du monde, c'est avec moi qu'il a eu envie d'être. Et effectivement, rien que quand je le dis, je me dis c'est pas très sain et ça mène à des relations dysfonctionnelles où je vais devoir toujours prouver, où je vais avoir envie toujours de faire plus pour maintenir un petit peu ce truc-là. Et effectivement, c'est pas très sain. Donc, qu'est-ce qui se passe de manière neurochimique et neuroscientifique? J'ai pris quand même mes petites notes parce que même si je le sais de manière globale et que je peux vous l'expliquer avec des mots très simples, ce que je vais faire aussi, je veux vraiment vous donner les infos. Donc, chez une personne anxieuse, ce qui va se passer, c'est l'hyperactivation du système d'attachement. C'est-à-dire que quand elle va rencontrer une personne au système d'attachement évitant, il y a ce qu'on appelle l'amygdale dans le cerveau qui va faire ting 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 comme ça dans votre cerveau et qui va du coup faire en sorte que hormonalement, il y a un truc hyper fort qui se crée. Ce qui se passe, c'est la production d'ocytocine. Donc, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement et c'est cette même hormone qui va provoquer des pics d'angoisse. Donc, cerveau qui s'allume, production d'ocytocine qui va provoquer ces pics d'angoisse. Ce qui se passe, c'est que du coup, votre système de dopamine, donc la dopamine, c'est l'hormone du bonheur, elle va être complètement déréglée et ça va créer des espèces de shots de dopamine. Ça va créer cortisol, angoisse, shot de dopamine, bonheur. Donc, des récompenses intermittentes qui vont créer cette addiction-là. C'est ce qui se passe exactement pour toutes les dépendances. C'est-à-dire que vous buvez un verre, je vous rappelle que c'est interdit au moins de 18 ans, vous buvez un verre, vous en buvez plusieurs éventuellement, et du coup, ça va créer en fait cette dopamine-là. Et quand ça va redescendre, en fait, stress pour le corps, puis besoin de reboire pour recréer la dopamine, etc., etc. Donc, je vous parle de ça quand vraiment on a atteint un certain stade. Mais c'est un peu ce qui se crée pour toutes les dépendances. Vous pouvez l'associer à tout ce que vous connaissez comme dépendance. Donc, c'est ça qui crée cette addiction-là. C'est ça qui crée l'obsession. Parce que c'est la réponse au stress chronique. Comme je vous le disais, vous ressentez du stress, taux de cortisol élevé, donnez un shot de dopamine, ça fait redescendre le truc, sauf que quand c'est plus suffisant, ça remonte, etc., etc. Et donc, vous allez rechercher la dopamine. Et la dopamine, vous allez la chercher quand la personne, par exemple, elle vous donne pas de nouvelles pendant 2 jours,
vous avez votre taux de cortisol qui est au max parce que vous faites des scénarios, des nœuds au cerveau de ouf. Et quand la personne revient juste avec un salut, ça va, c'est comme si, mais la personne vous avait fait une déclaration d'amour. Donc vous le prenez beaucoup plus fort que ça l'est véritablement. Et chez la personne évitante, parce que c'est important pour moi de ne pas seulement mettre le focus chez les personnes qui sont dans un hyper-attachement, pour que vous compreniez aussi ce qui se passe de l'autre côté et que on soit plus juste sur le jugement de la manière dont l'autre fait, mais plus d'aller vers des personnes qui nous correspondent plus. Puisque quand on est dans un hyper-attachement, le pire du pire que vous puissiez faire, c'est d'aller vers des personnes qui soient évitantes. Donc, eux, ce qui se passe, c'est qu'ils ont une sous-activation du système d'attachement. Sans parler de trucs vraiment neurochimiques, en fait, en réalité, ces personnes-là, elles ont souvent vécu un choc à un moment qui les a complètement coupées de leurs émotions. C'est comme si leur cerveau et leur corps s'étaient complètement dissociés. Et donc, elles ne ressentent plus vraiment les choses de la même manière. Elles sont ni très heureuses, ni très tristes. C'est assez constant parce qu'elles ne veulent pas, en fait, revivre une chute et un choc comme elles l'ont vécu. Donc, qu'est-ce qui se passe chez elles, dans leur système de défense? C'est que ça va s'activer beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Et le réflexe, c'est la fuite. Donc, plus elles... En fait, pourquoi elles fuient aussi? Parce que ça leur permet de se réguler émotionnellement. C'est leur manière à elles de réguler leur système nerveux. Si elles sont trop dans l'engagement, ça va les angoisser. Donc, si elles mettent de la distance, c'est plus rassurant pour elles. Et elles ont un niveau de dopamine plutôt normal ou bas quand elles vont être proches des autres. C'est pour ça que ces personnes-là, souvent, elles ont du mal à exprimer leur joie d'être avec vous et de s'exprimer, d'exprimer leurs émotions et leurs sentiments. Donc, là, on y vient à ce qui nous intéresse le plus, c'est quoi la dynamique? Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré l'un par l'autre? Qu'est-ce qu'on va trouver chez l'un et chez l'autre qui fait qu'on se nourrit et que deux personnes évitantes ne vont pas aller ensemble généralement et deux personnes dans la dépendance affective, ça arrive, on appelle ça des relations de codépendance, mais c'est extrêmement rare et souvent, il y en a un des deux qui, par instinct de protection, va rentrer dans une hyper-indépendance qui n'est pas sain non plus, c'est aussi dysfonctionnel pour compenser la dépendance affective de l'autre. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de travailler sur soi pour aller vers un attachement sécure et pour ne plus être dans cette dynamique hyper-attachement, hyper-détachement finalement. Donc, la dynamique d'attraction mutuelle, pourquoi l'anxieux est attiré par l'évitant? Puisque, comme je vous le disais, l'indisponibilité de l'évitant va créer une tension qui va activer le système d'attachement de l'hyperattaché. Il y a une espèce de chasse. Je vous parlais de production de dopamine, de l'hormone du bonheur. Le fait, justement, de prouver, d'aller séduire l'autre, de lui courir après, ça crée un truc un peu excitant dans la relation. Et ça, j'ai remarqué que beaucoup de personnes, et peut-être que vous en êtes là aujourd'hui, et peut-être que vous en serez là à un moment où que vous l'avez déjà vécu, c'est que la relation la plus difficile, finalement, c'est celle quand on sort de la dépendance affective, quand on commence à avoir un attachement sécure et que on a une relation saine, on démarre une relation saine. Parce que du coup, on n'est pas dans ces shots de dopamine-là, on est plutôt dans un truc assez constant, puisque sain et paisible. Et du coup, c'est très, très angoissant, puisque ce qui nous a stimulé et ce qu'on a associé au sentiment d'amour, c'est finalement ces espèces de... cette dopamine-là qui nous a été donnée, cortisol, dopamine, ces moments de stress-là qui font que ça nous a stimulés, en fait. C'est ce qui nous empêchait de dormir la nuit, c'est ce qui a fait battre notre cœur, même si c'était douloureux, hein, mais le fait est que le corps l'a interprété de cette manière-là. Et aussi, ça va confirmer les croyances qu'on ne mérite pas l'amour. Parce que, je vous le rappelle, quand on est dans la dépendance affective, moi, j'ai jamais accompagné quelqu'un en 5 ans de carrière de coach, j'ai jamais accompagné quelqu'un qui, de prime abord, me disait «
Mais honnêtement, moi, je sais ce que je mérite l'amour. Non, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a un petit truc de bah, quand même, je pense être une bonne personne, donc bah oui, je pense que je mérite l'amour quelque part. Mais au fond du fond, il y a un côté pourquoi on m'aime. Et tant que vous n'avez pas atteint ce stade de je sais pourquoi la personne elle est avec moi, je sais ce que je mets sur la table dans la relation, bah forcément vous allez aller vers des personnes qui vont valider cette croyance que non, vous ne méritez pas. Et encore une fois, l'évitant va représenter ce défi de prouver sa valeur qui est justement lié à ça. C'est-à-dire, si tu me choisis, peut-être que je vais avoir l'impression que je mérite. Mais à l'inverse, pourquoi l'évitant est attiré par l'anxieux? Parce que ça, on ne se pose pas suffisamment la question. Je vous fais une petite parenthèse parce qu'il y a un truc que je vois souvent et je vous invite vraiment à vous questionner là-dessus. C'est l'idée que en tant qu'hyper attaché, on est dans une relation. Allez, dans le meilleur des cas, on a exprimé le fait qu'on voulait une relation sérieuse, qu'on était attaché à l'autre. On a vraiment exprimé ses besoins. Je vous dis dans le meilleur des cas parce que souvent, vous n'en êtes pas arrivé là. Vous n'arrivez pas à exprimer vos besoins et vous restez dans la relation en espérant que l'autre devine vos besoins. Mais en tout cas, vous êtes là. Il y a un truc de c'est évident que moi, j'ai envie de plus. Et en fait, finalement, l'autre ne sait pas et vous mettez la responsabilité dans les mains de l'autre en se disant « Oui, mais lui, il sait très bien que moi, j'ai envie de plus. Bah, dans ce cas-là, pourquoi il reste ?» Bah, parce que lui aussi, il y trouve son compte. La réalité, c'est que il va quand même aimer l'affection que vous lui donnez, cette affection intense, parce que même si c'est une personne qui vous semble être détachée, l'évitant a un besoin viscéral d'amour et donc il va le prendre et se nourrir de ça chez vous. Et c'est pas une mauvaise chose, enfin c'est pas dire oui bah ça se fait pas alors il se sert de moi parce que vous vous servez de lui aussi finalement. Ça c'est le propre des relations, hein. On est dans une relation avec quelqu'un qui nous nourrit, même dans un attachement sécure. On choisit l'autre pour une raison. On n'est pas juste là, je suis tombée amoureux et ça s'est fait comme ça. Non, on choisit l'autre parce que l'autre nourrit quelque chose en nous, peut-être vient apaiser certaines choses. Donc, l'évitant va aussi se nourrir de quelque chose. Et finalement, en tant qu'hyper attaché aussi, vous avez des raisons pour lesquelles vous êtes dans cette relation. Donc, l'autre est attiré par vous parce qu'il prend cette affection-là. Et l'évitant a souvent un grand manque de confiance en lui. Et ça vient le rassurer aussi sur sa valeur d'être avec quelqu'un qui va toujours le valoriser finalement. Et aussi, c'est une relation où l'évitant peut rester dans ce contrôle émotionnel-là. Parce que si on est tous les deux blessés, on va tous les deux prendre nos dispositions pour ne pas souffrir. Le dépendant affectif, d'être over dans la relation, genre vraiment over investi, over engagé. Et l'autre, bah justement, il garde ce contrôle-là et ça l'empêche de s'engager à 100%. Donc l'évitant peut doser la proximité selon comment il se sent dans la relation. Il y a aussi ce truc où vu que l'hyper attaché peut péter les plombs à des moments sur des trucs parce que c'est trop et parce qu'il souffre trop, c'est des bonnes excuses pour l'évitant pour garder de la distance. Donc déjà, essayez de voir à ce stade du podcast comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui vous questionnent encore ou est-ce que justement vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à voir comment vous vous situez et voilà, et comment vous arrivez à voir les choses? C'est donc un effet miroir de dingue. Moi, j'ai jamais autant compris à quel point les autres étaient mon miroir que dans ma dernière relation où j'étais avec quelqu'un qui avait un attachement évitant et moi, j'étais en train de tendre vers un attachement sécure, mais le fait qu'il soit évitant venait réveiller en moi quand même des choses qui étaient très très insécures. Et c'est pas grave parce que ça m'a énormément appris sur moi. Le fait d'être avec quelqu'un qui soit assez évitant m'a aussi permis de me dire « Mais attends, toi, tu as encore ça à travailler. Regarde ça et ça qui t'angoisse. »
Et du coup, ça m'a permis aussi de, voilà, de relativiser sur plein de trucs et aussi d'aller en thérapie pour travailler ce qu'il y avait à travailler. Mais je vous invite à être vigilant parce que souvent, on peut avoir tendance à prendre toute la responsabilité de la réussite ou de l'échec de la relation parce qu'on se dit oui mais c'est moi qui ai des choses à travailler, etc. Oui mais si je me sens comme ça c'est parce que j'ai des choses à travailler, c'est pas de la faute de l'autre. Oui et non, parce que finalement l'autre a aussi son rôle à jouer. Si on décide d'être dans une relation, tu as aussi le rôle de me rassurer et inversement. Moi je sais que j'étais avec quelqu'un, j'avais besoin d'être rassurée sur certaines choses, mais je sais finalement que l'autre avait aussi besoin d'être rassuré sur le pourquoi je l'avais choisi. Donc, il y a plein de choses qu'on peut aller voir sur des deux côtés la forme d'auto-sabotage. Parce que l'évitant reste évitant pour avoir le contrôle, mais aussi, c'est une forme d'auto-sabotage de se dire ah non mais finalement je suis pas attachée, non mais finalement je pourrais jamais t'apporter ce que tu veux, etc. J'ai vu rencontrer des hommes, pas seulement dans ma vie perso, mais voilà, autour de moi, qui étaient dans un attachement évitant et qui ont perdu des personnes parce qu'elles n'avaient pas réglé ce qu'il y avait à régler. Alors ça demande du temps, je dis pas que ça aurait pu être possible si, mais finalement qui étaient dans un amour immense et profond, mais qui, parce que finalement elles n'avaient pas assez confiance en leur capacité à donner ce qu'il y avait à donner dans la relation, ont préféré partir, ont préféré saboter la relation, ont préféré y mettre un terme ou vraiment la foutre en l'air pour ne pas avoir à s'engager parce que ça devenait trop douloureux pour eux. Et il y a de l'auto-sabotage de l'autre côté aussi chez les personnes qui sont dans l'hyperattachement, dans la dépendance affective, puisque finalement, je ne pense pas mériter l'amour. Je vous donne des exemples comme ça. Après, vous voyez si ça vous parle ou pas. Mais j'ai le sentiment que de toute façon, je ne mérite pas, que c'est pas moi que la personne va choisir. Donc, soit je vais être dans un mécanisme où je vais pousser l'autre vers la sortie, faire des crises tout le temps, dire mais de toute façon tu m'aimes pas, de toute façon t'as pas envie d'être avec moi, de toute façon si t'avais envie tu ferais ça, ça et ça. Et en fait on pousse l'autre à bout pour qu'au final la personne dise oui effectivement si c'est comme ça j'ai pas envie. Donc on peut être aussi dans l'auto-sabotage. Attention, parfois vous êtes juste avec des personnes qui n'ont pas envie d'être avec vous, qui n'ont pas envie de vous traiter à votre juste valeur. Et c'est pour ça que ce qui est important, et je pense que je vais bientôt terminer là-dessus, c'est que votre ressenti, c'est tout ce qui compte dans une relation. En fait, si vous êtes en train de vous battre pour obtenir l'attention de quelqu'un, si vous êtes en train de vous battre pour que l'autre s'engage, si vous êtes en train de vous battre parce que ça fait 5 ans que vous êtes avec quelqu'un, qu'au bout d'un an, la personne vous a dit oui, un jour on va vivre ensemble et que vous avez l'impression de vous battre pour que chaque pas se fasse dans la relation, c'est pas OK. En fait, bien sûr que les relations se nourrissent, bien sûr que ça demande de la communication, bien sûr qu'il y a des ajustements, mais par contre, rien ne justifie de ne pas se sentir bien au quotidien, de devoir se battre contre l'autre, d'être la seule personne engagée dans la relation, de mettre 90% de son énergie dans la relation et l'autre 10%, et parfois moins. Donc vraiment, ça, ce qui compte, c'est comment vous vous sentez au quotidien. Oui, il y a des périodes difficiles, mais parfois, ça fait que 2 mois que vous connaissez la personne, vous êtes déjà en crise. Et ça, c'est pas OK parce que oui, il y a les problèmes qu'on doit régler chez soi, mais parfois, le partenaire contribue au fait qu'on ne se sent pas bien dans la relation. Et je pense que ça, c'est important de le prendre en considération. C'est pas, oui, ça fait 10 ans qu'on est ensemble et en ce moment, on traverse une phase difficile, on est dans le creux de la vague, etc. Ça, c'est OK. Bien sûr qu'on évolue, qu'il y a des choses à réajuster dans la relation, mais parfois, c'est vraiment le partenaire. Parce que moi, je rencontre énormément de personnes qui sont ensemble depuis des années et parfois, elles me disent oui, mais tu vois, il n'est pas attentionné. Mais est-ce qu'il l'a déjà été? Non. En fait, ouais, il l'était déjà pas depuis le début. Donc, on doit aussi parfois se responsabiliser sur en fait, il y a un truc que j'ai vu depuis le début, j'ai essayé de le réajuster, ça n'a jamais fonctionné. Je peux pas me plaindre 10 ans après que ce soit toujours le cas, en fait, finalement. Donc, je pense que ça, c'est hyper important. Aussi de comprendre que dans les deux cas, vous avez besoin d'amour, que chaque personne a besoin d'amour, mais il faut aussi parfois accepter de ne pas être la personne de l'autre. C'est-à-dire que si vous aimez profondément la personne avec qui vous êtes et que cette personne est un des amours de votre vie, peut-être que vous n'êtes pas autant l'amour de sa vie. Et
moi, par exemple, j'ai plus envie de me battre pour être l'amour de la vie de quelqu'un. J'ai plus envie de me battre pour que l'autre me choisisse, pour avoir marqué sa vie, etc. Parce qu'en fait, enfin, j'ai pas envie de me torturer avec des trucs du passé, ou j'ai pas envie de me torturer tout court dans mon quotidien. Si demain ma relation elle devait s'arrêter, évidemment que je serais triste, évidemment que il me faudrait un peu de temps pour faire le deuil, pour avancer, etc. Mais la réalité, c'est que si la personne décide de partir, je vais pas la retenir en fait, parce que si elle a décidé de partir, c'est qu'elle a ses propres raisons et c'est pas à moi de la convaincre à quel point on est bien ensemble. C'est parce que ça veut dire que ça fait déjà un moment qu'elle y pense. Personne se réveille un matin en disant c'est aujourd'hui que je la quitte juste parce que hier elle m'a cassé la tête. Donc personne ne doit rester dans une relation où on n'est pas bien au quotidien. Et je vous invite vraiment à vous questionner là-dessus. Et si effectivement vous n'arrivez pas à en sortir, c'est potentiellement qu'il y a de la dépendance affective. Et là, je vous invite vivement à vous faire accompagner. D'ailleurs, cette semaine, pardon, commence mon accompagnement Blossom et je vais encore faire entrer des personnes si elles le désirent sur les 2 prochaines semaines parce qu'après j'ai pas envie que vous ratiez trop de coaching, etc. Mais c'est un accompagnement de groupe où j'accompagne des femmes à sortir de la dépendance affective, à apprendre à s'aimer, à apprendre à relationner, à apprendre à bien choisir un partenaire, à apprendre à se pardonner, à pardonner l'autre, à guérir des blessures du passé. Bref, on passe 3 mois ensemble et c'est incroyable. Vraiment, je suis hyper fière de cet accompagnement-là. Mais tout ça pour vous dire que l'attachement, c'est pas un truc que vous avez à vie, c'est quelque chose que vous avez développé dès l'enfance, potentiellement par votre éducation émotionnelle, par vos modèles et aussi après par vos expériences de vie. Mais on peut arriver à un attachement qui soit sécure, qui soit sain, qui soit paisible. Vous pouvez vous attacher aux personnes sans être dans la peur, mais être pleinement dans l'amour, tout en acceptant que vous n'avez pas le contrôle sur tout et que on peut voilà, les gens peuvent partir, mais que c'est OK. Oui, on peut y arriver et je vous assure, on peut y arriver même quand on a été dans un attachement très, très, très anxieux, ce qui a été mon cas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai à cœur de vous accompagner vraiment à sortir de cette dépendance affective, à sortir de cet hyperattachement, en tout cas à sortir des schémas relationnels qui ne vous épanouissent plus aujourd'hui. C'est hyper important pour moi. J'espère que cet épisode de podcast vous aura aidé à mieux comprendre les différents types d'attachements, quelles sont les dynamiques, et j'espère que ça vous aidera aussi à vous questionner, à vous donner des pistes de réflexion sur ce que vous vivez, avez vécu ou vivrez à l'avenir. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, avec tout mon amour, comme toujours.